Mesdames et messieurs, merci de choisir Canal Congo Télévision pour vous informer. Bienvenue à cette grande édition du journal. Marche de la plateforme politique Lamouka Tandem Fayoulou Mozito pour dire non à la fraude électorale, non au glissement et oui à la dépolitisation de la CENI. Ainsi, les cadres de la dite plateforme de l'opposition étaient en réunion. C'est mardi 28 septembre 2021 avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, dans son cabinet de travail. Ils exigent purement et simplement l'encadrement de leur marche. Prévu, c'est mercredi 29 septembre 2021. Suivez Prince Fengue, joint au téléphone ici par votre rédaction. Monsieur Gentini Ngobila nous a invités à son cabinet. Nous nous y trouvons d'ailleurs pour que nous puissions harmoniser les vues par rapport à l'encadrement nécessaire qu'il faut demain, mercredi 29 septembre, lors de notre marche. Donc, nous sommes des légalistes. La Mouka, c'est le peuple. Nous voulons la paix. Nous voulons une marche pacifique pour dire non au glissement. Oui à une scène dépolitisée. Oui, un consensus rapide. Vous avez sécurisé les meetings de messieurs citoyens Bosso au terrain municipal de Massina le dimanche 26. Nous voulons lui demander d'envoyer la police comme il avait envoyé également au meeting de Mbosso pour sécuriser. Nous voulons lui dire d'envoyer les policiers nous sécuriser comme il a sécurisé la marche du député provincial de la Tchangou, de l'IDPS, Francis Balabala. Et donc, voilà, on l'attend. Il n'y a aucune raison que M. Ngobila fasse des manœuvres politiques. Nous voulons également lui rappeler que, par sa décision qu'il a prise dernièrement, la Constitution a été énervée, a été violée, dans le sens où l'article 12 de la Constitution dispose que tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une même égale protection. Sa décision est illégale. Ta décision est inconstitutionnelle parce que la marche est maintenue, parce qu'il y a des millions déjà de Congolais qui vont marcher et tous les cas de la Mouka. Nous disons, c'est la Constitution, c'est les droits, la liberté individuelle et collective qui sont garantis par la Constitution. Donc, Ngobila est obligé par la Constitution de nous encadrer. Les petits commerces devraient être exercés par les nationaux, tels que le dit la loi, face au non-respect sur terrain. La délégation de syndicats membres de l'Union pour le développement du commerce congolais, accompagnée des élus du peuple, était ce mardi 21 septembre 2021 chez Christophe Mbosso Okodia Pwanga, président de l'Assemblée nationale. Suivez. Indiens, Chinois, Libanais, Ouest-Africains et autres exercent les petits commerces en République démocratique du Congo en violation de la loi qui régit cette activité, en l'occurrence l'ordonnance loi numéro 79/021 du 2 août 1979 et divers arrêtés d'application. Pire encore, il existe en République démocratique du Congo des opérateurs économiques qui sont à la fois importateurs, grands grossistes et à la fois détaillants dans le commerce. Une réalité qui s'est faite sous la barbe de l'État. Véritable préoccupation pour l'Union pour le développement du commerce congolais à travers son vice-président qui a rencontré le président de l'Assemblée nationale à ce sujet, qu'accompagnait l'élu de Lukunga, le député national Eliezer Tamboué, question de plaider pour le respect de la loi en la matière. Depuis 1990, après le pillage, tout ce qui est arrivé, la structure économique dans notre pays est complètement détruite. Il y avait les grands commerçants, il y avait les grossistes, les producteurs, tout ça, c'était détruit. Dans le secteur du commerce, il est resté la classe moyenne, les petites et moyennes entreprises, il est resté, nous ici, les commerçants ici. Pendant que nous, on s'est débrouillé dans cette catégorie, qui regorge à peu près 80% ou 90% de la population, on a vu les étrangers venir envahir la même classe, les petites et moyennes entreprises. Alors que nous avons des lois, la loi particulière sur le commerce,
qui donne l'exclusivité du commerce, et particulièrement du commerce de détail aux Congolais. Nous avons la loi du 8-8-1990 qui donne l'exclusivité de l'exercice du petit commerce au Congolais. Nous voulons que le texte soit respecté parce que la violation qui se fait dans ce pays ici, ce n'est pas un hasard, c'est quelque chose qu'on fait sciemment. Comme le gouvernement qui est chargé d'exécuter les textes de loi, c'est une émanation de l'Assemblée nationale. Et comme à l'Assemblée nationale, nous avons des présidents, nous avons des députés qui ont les soucis de la population, nous demandons que ces lois soient respectées. Moi, je suis commerçant, je suis syndicaliste, je suis vice-président du syndicat Union pour le développement des commerçants congolais en sigle UDCC. Toujours au bureau de la Chambre basse du Parlement, le président Christophe Mbosso Kodia Pwanga a conféré avec le président des sages femmes accompagné du député national Eliezer Tamboué, porteur de la proposition de loi sur la sage-femme. La loi doit être alignée en priorité pour sauver les vies humaines en sécurisant les femmes. Le message est que, comme l'honorable venait de le dire, dans ce monde, la femme est encore et aujourd'hui marginalisée. Et marginalisée pour une mission biologique et naturelle. La maternité, c'est une mission biologique naturelle pour la femme, mais il s'est révélé que dans notre pays, la femme ou les femmes décèdent au moment de l'accouchement, au moment de la grossesse ou au moment après avoir accouché. Et les décès-là ont atteint un taux très élevé, inexprimable, donc inconcevable pour un pays qui se respecte. Donc 3 femmes décèdent par heure. Alors la loi la loi préserve ou la loi protège la profession de ceux-là qui prennent en charge les femmes. Donc les sages-femmes sont les premières qui prennent en charge les femmes lors de la grossesse, au moment de l'accouchement, après l'accouchement, au moment de la préparation familiale. Donc cette loi-là va faire en sorte qu'on puisse se questionner qui est sage-femme et qui ne l'est pas. Qui doit prendre en charge une femme au moment de l'accouchement, qui ne doit pas le faire. Donc c'est sécuriser la population, c'est sécuriser la femme pour que la femme puisse vivre au moment de sa grossesse, de son accouchement, même après accouchement. Donc c'est un fléau que cette loi viendra pour empêcher, un fléau que cette loi viendra pour essayer un peu de retirer la femme de cette létalité qui est inconcevable pour un monde aujourd'hui au XXIe siècle. Et nous remercions l'honorable président parce qu'il a promis que cette loi-là sera alignée en priorité afin de pouvoir sauver les vies des femmes. Or, vous savez très bien que, comme l'honorable le disait, ce sont des députés et la majorité des électeurs, ce sont des femmes. Alors c'est inconcevable qu'on puisse laisser les électeurs en train de mourir. Je ne sais pas, on va encore recourir à qui? Fait autre chose à présent, en célébration, c'est 28 septembre 2021, de la journée internationale de l'accès universel à l'information, une journée qui souligne l'importance d'élargir l'accès aux lois sur l'information et de le mettre en application dans le monde entier afin de reconstruire des institutions solides pour le développement durable et défendre la vision de l'information comme bien public. À ce sujet, Gisèle Toko a tendu les micros à Henri Christian, on dit collectif 24. Suivez. C'est sous le thème « Le droit de savoir, construire en mieux avec le droit d'accès à l'information » que le monde célèbre ce 28 septembre la Journée internationale de l'accès universel à l'information. Une journée qui souligne l'importance d'élargir l'accès aux lois sur l'information et de les mettre en application dans le monde entier afin de reconstruire des institutions solides pour le développement durable et défendre la vision de l'information comme bien public, contribuant ainsi à renforcer la coopération internationale dans le domaine de la mise en œuvre du droit à l'information en tant que droit fondamental. En outre, les discussions mondiales sur les thèmes « Reconstruire au mieux » restent adoptées au contexte de la pandémie de Covid-19. L'objectif principal de la Journée internationale de l'accès universel à l'information 2021 est d'accélérer les solutions durables visant à atteindre la cible 10 de l'ODD 16 en mobilisant le gouvernement, la société civile et les populations pour qu'ils s'approprient et contribuent à la réalisation de cet objectif de développement durable, notamment en ce qui concerne
la mise en place d'institutions efficaces, responsables et inclusives à tous les niveaux. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde célèbre la Journée internationale du droit d'accès à l'information. En République démocratique du Congo, nous avons aussi organisé certaines activités à Kinshasa, à Lubumbashi, tout comme à Bukavu. Mais une question d'inquiétude, c'est que la question d'accès à l'information n'est pas encore vraiment prise en compte par le gouvernement congolais. La loi d'accès à l'information, la proposition de la loi d'accès à l'information a été enregistrée dans le calendrier de cette session. Mais nous serions d'ailleurs contents de voir qu'aujourd'hui, la Journée internationale du droit d'accès à l'information, que le Parlement devrait même convoquer une plénière pour que l'honorable Moïse Nyarugabo puisse défendre cette loi-là. La coopération médicale entre la République démocratique du Congo et l'Égypte au centre de l'entretien avec le directeur des cabinets du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Maître Paul Djounga, et l'ambassadeur égyptien accrédité en République démocratique du Congo, André Chaban. Suivez. Les directeurs de cabinet du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Maître Paul Djounga, a conféré ce mardi 28 septembre 2021 en son cabinet de travail avec l'ambassadeur de l'Égypte en République démocratique du Congo, M. Hamdi Chaban. Au sortir de l'audience, le diplomate égyptien a conféré à la presse l'objet de sa rencontre avec le directeur de cabinet du ministre Jean-Jacques Mbongani. Le focus de cette rencontre, c'était concernant la coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine de la santé en général. On a plusieurs aspects de coopération, soit pour concernant les dons médicaux, soit pour la formation des cadres congolais. Plusieurs aspects de coopération on a discuté aujourd'hui. Peut-être le projet le plus important pour le moment, c'est le centre de dialyse que le gouvernement égyptien a offert pour notre frère congolais, qu'on va établir à l'hôpital général de Kintambo. On a déjà reçu les machines et tous les équipements nécessaires pour établir ça. Et je suis là aujourd'hui pour discuter les modalités et les procédures pour commencer à installer les machines et inaugurer ce centre qui sera très important pour le peuple congolais. Je crois que pendant les quelques semaines prochaines, on peut terminer ça. Bien sûr, on a aussi discuté des autres dons médicales dans le domaine de combattre le Covid-19. J'ai aussi discuté d'un troisième dans ce domaine de combattre le Covid. Okay, merci. Parlons à présent de cette problématique sur les rejets ou non de la proposition de loi sur la congolité par le bureau d'études de l'Assemblée nationale. Le sénateur Molisho Sadi Didier d'Ensemble pour la République, parti politique cher à Moïse Katumbi, salue la voie de la sagesse empruntée selon lui par ses bureaux et lui reconnaît ses prérogatives. Il en appelle en outre aux propositions de loi qui consolideront l'unité nationale. Le sénateur Molisho est ici interrogé par Nadine Tchotchugombo. Ce rejet du projet de loi Tiani vient ainsi mettre une certaine accalmie dans les relations pour le moins ambiguës au sein de la majorité de l'Union sacrée pour la nation où le clan Katumbi, sociétaire du gouvernement, menacé de se retirer en cas d'alignement du dit projet de loi dans le calendrier de l'Assemblée nationale. Cependant, une question défraye la chronique. Le bureau d'études de l'Assemblée nationale a-t-il qualité de refuter une loi? L'honorable sénateur Molisho Sadi Didier, Ensemble pour la République, apporte de l'éclairage et rassure. À ce jour, Ensemble et le président Félix Tshisekedi sont en parfaite relation. Oui, le bureau d'études de la qualité, c'est pour ça qu'il a été institué. La procédure législative en ce qui concerne les propositions de loi, c'est qu'un parlementaire qui a élaboré une proposition de loi dépose sa proposition de loi et les bureaux de l'Assemblée nationale du Sénat envoient cette proposition de loi au bureau d'études. C'est les bureaux d'études qui
qui analyse la proposition de loi pour vérifier si d'abord elle est conforme à la Constitution et donne des avis quant à ça. Et si elle est conforme à la Constitution, le bureau d'études va donner des avis par rapport à la légistique. C'est ça le rôle du bureau. Personnellement, j'avais déjà donné ma position depuis très longtemps. Je disais depuis très longtemps que si le bureau d'études de l'Assemblée nationale travaille normalement, le bureau d'études va juger cette proposition non recevable parce qu'elle viole les dispositions de la Constitution. La Constitution de la République est claire. Il y a des dispositions en rapport avec la nationalité et des dispositions en rapport avec les droits du Congolais. Et cette proposition de loi allait dans le sens de violer les droits des Congolais parce que l'article 13 de la Constitution est clair. On ne peut pas, par une loi ou par quelque mécanisme que ce soit, réduire les droits d'un Congolais. Et là, cette proposition de loi allait manifestement réduire les droits des Congolais. C'est la Constitution qui est la loi mère et le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il en est aussi le garant de la Constitution. Ensemble est membre de l'Union sacrée de la nation. C'est ça qui nous lie au président de la République parce que l'Union sacrée de la nation, c'est l'initiative du président de la République. Et ensemble, étant membre de l'Union sacrée, nous pouvons dire qu'ensemble est en bonne relation avec le président de la République. La RDC est encore dans une zone de turbulence, a-t-il renchéri. Il faudrait apporter des propositions de loi qui consolident l'unité nationale. Tout celui qui soutient une telle proposition de loi, il n'aime pas le pays. Vous savez, le pays Congo est encore dans une zone de turbulence. On a besoin de l'unité nationale. On a besoin de propositions de loi et de projets de loi qui consolident l'unité nationale, la cohésion nationale. Dans un tout autre chapitre, les sit-ins organisés le lundi 27 septembre 2021 par les agents et cadres de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, pour revendiquer le paiement des arriérés des salaires, s'est soldé par l'arrestation de certains agents au camp Kokolo, une attitude condamnée par le président du syndicat de travail. Suivez. Le sit-in organisé le lundi 27 septembre par les agents et cadres de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, devant le bâtiment administratif de cette régie financière pour réclamer le paiement de 8 mois d'arriérés de salaire, la mécanisation des agents bafoués voilà près de 14 ans, le paiement des frais de scolarité, de la prime des contentieux, la prise en charge des soins médicaux de l'agent ainsi que de sa famille, un sit-in qui s'est mal tourné. 3 agents syndicalistes ont été arrêtés par la police, à savoir Ludovic Mobango, Aimé Moubouadi et Christian Lonjo, puis transférés au camp Kokolo. Là, ils ont subi un traitement inhumain, dégradant, en violation des droits de manifestation et droits de l'homme. Ils ont été relâchés tard la nuit, une attitude que condamne fermement Guy Koukou, président du syndicat CDT. Les camarades Christian Lyonzo, Madame Aimé Moubouadi et M. Ludovic Mobango. Ils ont été arrêtés, ce sont des agents de DGRK. Ce matin, les agents avaient annoncé les sit-ins. Ils ont écrit officiellement pour faire un sit-in au niveau de DGRK pour dénoncer une situation qui déborde là-bas avec les gestionnaires actuels. Les agents sont là, ça fait depuis plus de 14 ans, il n'y a pas la mécanisation des agents. La mécanisation, c'est la fonction publique qui les fait. Moi, je me demande, la fonction publique est ici en RDC. C'est ici à Kinshasa. 14 ans durant les gouvernements. Qui veut défendre les droits des citoyens, il laisse des citoyens faire entrer l'argent dans la caisse de l'État. Pendant 14 ans, on ne sait pas les mécaniser. Il y a irrégularité des payes. Une paye se fait pendant 2 mois ou 3 mois. Il y a la situation des manques de fournitures du bureau jusqu'à ce que DGRK manque de formulaires pour que les clients puissent venir faire la déclaration des impôts. Il n'y a pas de fournitures. Il y a aussi les problèmes des loyers non payés dans les différents centres et dans les différentes communes. À tel enseigne qu'on a fermé même les bureaux de Ngalié Massud, c'est-à-dire à l'IPEN,
On a scellé carrément, le bailleur a scellé le bureau de DGRK. Il est de noter que ces 3 agents sont encore retournés ce mardi 28 septembre en Lufungula pour une audition. Sachez qu'une mégestion criante s'est installée à la DGRK ces derniers temps. C'est là, à la merci des agents sans parapluie. Tout cas qui cause préjudice à autrui doit être réparé. C'est l'essentiel du procès verbal du constat de perte de biens dressé par les 2 fédérations de l'UDPS et alliés adressés au maire de la ville de Guadolité après leur marche des samedis derniers étouffée par la police sur ordre de l'autorité urbaine. Reportage de Andy Ndavio depuis Guadolité. Après la marche interdite et dispersée le samedi dernier à Guadolité, laquelle marche organisée par les partis présidentiels UDPS et alliés, l'heure est maintenant au bilan. Dans un PV des constats des pertes des biens signé le 25 septembre par les présidents de l'UDPS, Fédération du Nord Ubangui, et celui de la Fédération urbaine de Guadolité, les partis au pouvoir parlent de plusieurs biens perdus par les combattants. Pour cela, les 2 fédérations de l'UDPS et les partis alliés demandent à monsieur le maire de la ville de Guadolité la restitution de tous ces biens perdus, car tout acte qui cause préjudice à l'autrui nécessite une réparation. Mais pourquoi l'UDPS et alliés avaient-ils voulu organiser cette marche? Emmanuel Koto, fédéral urbain de l'UDPS. Nous avons introduit en bonne et due forme pratiquement l'information à la mairie. La mairie a joué le jeu de cache-cache. Et il nous invite, nous sommes arrivés, il nous interdit de ne pas passer notre marche aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il nous a avisé avant. Il nous a avisé qu'il va bloquer ce processus-là. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous n'en voulons pas des gens, mais nous voulons que la gestion des choses publiques soit comme de l'eau de roche. Que tout le monde comprenne que le président de la République, il envoie des choses ici, il envoie de l'argent, il est en train de servir le peuple, parce que le slogan de l'UDPS, c'est le peuple d'abord. Et c'est ce que le président est en train de faire. Nous regrettons vraiment amèrement ce qui s'est passé aujourd'hui. Conséquence, il y a eu les arrestations des 2 fédéraux et quelques combattants de l'UDPS qui ont été relâchés après, y compris quelques cas de bavures policières signalés. Et puis, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a fourni le lundi 27 septembre plus de 5000 flacons de ceftriaxone EG, antibiotiques puissants pour les traitements de la méningite à l'hôpital général de Banalia, dans la province de Chopo. Nancy Ileka nous en parle. L'hôpital général des Banalia dans la province de la Chopo vient de bénéficier d'un don de l'OMS de plus de 5000 flacons de ceftriaxone EG, un antibiotique puissant pour le traitement des méningites bactériennes, ainsi que 4 motos neuves pour la recherche active des cas dans les communautés et aires de santé les plus éloignées. Nous sommes en train de remettre officiellement les ceftriaxone qui est arrivé de Kinshasa, Kisangani et à Banalia. Ça fait 5000 flacons de ceftriaxone que nous venons de donner au nom du représentant de l'OMS à la zone de santé, représenté ici par le médecin chef des zones, et qui va être redistribué dans toutes les aires de santé qui sont touchées par cette épidémie. Merci. Nous remercions l'OMS pour cet appui considérable et nous, à notre tour, nous garantissons nos partenaires quant à la transparence et à l'objectivité dans la gestion de ces médicaments. Et puis pour boucler complètement cette édition du journal, sachez que l'Association nationale des anciens et assimilés pratiquants de football a signé son grand retour à travers sa conférence de presse tenue le week-end dernier au Palais du Peuple. Les grands projets de l'ANAPEF de lutte contre le VIH-Sida dans le milieu sportif a été présenté à l'une par son initiateur Tipet Poutou Chapanga. Plus de détails dans ces reportages d'Émile Mouyaya. Réunis autour du thème
La redynamisation de l'ANAPEF et la problématique de la lutte contre le VIH-Sida en milieu sportif congolais dans le contexte sanitaire de Covid-19, l'Association nationale des anciens et assimilés pratiquants de football, l'ANAPEF, signe son grand retour à travers le point de presse organisé ce samedi 25 septembre 2021 au Palais du Peuple. Les temps forts ont marqué cette cérémonie. D'abord, la présentation du projet de l'ANAPEF pour lutter contre le VIH-Sida dans le milieu sportif par l'initiateur Tipé Mputu Chimpanga. Ensuite, la visualisation de la vidéo du discours du chef de l'État à la réunion de haut niveau sur le VIH tenue à New York en juin 2021 sur la RDC et l'Afrique. Je salue l'initiative du président de l'Assemblée générale, M. Volkan Oskir, pour l'organisation de cette réunion de haut niveau sur le VIH. J'ai donc le réel plaisir d'intervenir devant cette auguste assemblée pour présenter la position africaine commune sur le VIH-Sida, à savoir mettre fin aux inégalités et au sida d'ici 2030. Présent à la manifestation, Jean-Marie Sosongo, directeur du cabinet adjoint du ministre de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté, n'a pas manqué de louer l'initiative de l'ANAPEF. J'ai été en tout cas personnellement content de trouver qu'il y a de très bonnes initiatives pour la protection, surtout la protection sanitaire au niveau des sportifs et des jeunes d'une manière générale. Et je suis en train d'encourager cette initiative-là, de manière à ce qu'on ait un programme, n'est-ce pas, qui va certainement s'articuler sur la manière de prévenir certaines maladies à cette catégorie de personnes que sont les sportifs. Il s'est signalé qu'au nom de l'ONU-SIDA, le docteur Daliko a annoncé à l'assistance la signature d'un partenariat entre l'ANAPEF et son institution. Voilà qui met fin, mesdames et messieurs, à cette grande édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis.